C'est avancé? On est bon. Alors on y va donc. On rappelle que là ce soir, on est dans la deuxième partie du cours qu'on a commencé la semaine dernière sur le thème de la mahloket. La mahloket, donc c'est un terme hébraïque qui signifie la discorde. Ok? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la discorde la semaine dernière? Parce qu'on était la paracha de Korach. Et Korach, c'est l'exemple type de celui qui a levé justement on va dire une fronde contre Moshe et Aaron. Et en réalité, c'était dirigé contre Hachem, d'accord, contre les décisions qu'Hachem avait prises. Et on avait développé combien la discorde est dramatique, la mahloket, combien elle détruit, combien on avait vu que le Midrash nous ramène que c'est une exception dans l'histoire avec Korach. On voit que même des enfants en bas âge de ces familles-là sont morts en même temps que les parents. Pourtant, les enfants n'avaient rien fait du tout. Et donc, a priori, dans la Torah, ça n'existe pas. On tue quelqu'un qui n'est pas passible, qui n'est pas concerné, qui n'est pas responsable. On a dit que c'était une exception ici, parce qu'en fait, la mahloket, c'est tellement grave que ça s'inscrit dans les gènes. Et en fait, si on n'éradique pas cela, c'est comme une sorte de Covid, en tout cas de pandémie, d'épidémie, quelque chose qui se propage. Et si on veut éradiquer cela et empêcher que ça se propage au plus grand nombre, il faut prendre des mesures drastiques qui étaient en l'occurrence que tout le monde soit tué. Donc c'est une exception, on voit ça nulle part ailleurs, c'était particulier. Donc ça, on a parlé de ça la semaine dernière concernant, donc je vous laisserai réécouter ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, le cours de la semaine dernière. Maintenant on va avancer avec des épisodes qui sont ramenés dans le Midrash sur la paracha de cette semaine maintenant. On est la paracha, on a deux parachutes cette semaine, parachat Roukat et parachat Balak. Dans la parachat Roukat, on va avoir un événement, on va pas dire tragique, parce que finalement la mort fait partie du processus naturel, mais on va avoir quand même un des géants qui va mourir, c'est Aaron à Cohen. Aaron, frère de Moshe, il meurt dans la paracha de Korach. Okay? Et qu'est-ce qui se passe? Il est écrit dans la paracha que quand Aaron il va mourir, tout le peuple juif va le pleurer pendant 30 jours. Il y a une formulation dans le passouk qui est assez particulière, on dit « Kol Bet Israël ». Okay? Et donc, on a un midrash qui dit comme ça. Minaïn Shaya Aaron Rodev Shalom. D'où est-ce qu'on sait que Aaron, il chassait, il courait derrière le shalom, derrière la paix. C'est notre thème, la paix. La paix qui est évidemment l'inverse de la mahloket. D'où est-ce qu'on sait que Aaron, il cherchait à tout prix à faire qu'il y ait le maximum de shalom dans le peuple juif? Du fait que justement, il soit écrit, quand il est mort, que Vayirou Kol Haeda Ki Gava Aaron, tout le peuple s'est rendu compte qu'Aaron était mort, Vaïvkou et Aaron Shiloshim Yom, donc ils l'ont pleuré pendant 30 jours, Kol Bet Israël, tout le peuple juif, ou Be Moshe ou Omer. Alors que quand Moshe il va mourir un peu plus tard, quels sont les termes employés par la Torah? Il y a écrit Vaïvkou Béné Israël et Moshe. Les Béné Israël vont pleurer Moshe. Il n'y a pas écrit tous les Béné Israël. Donc évidemment que quand la Torah elle emploie des termes, c'est volontaire, il faut faire attention à tous les mots. Et donc il y a une nuance, une différence quelle est entre Aaron pour qui on parle que tout le peuple juif a pleuré, alors que pour Moshe c'est les Béné Israël qui ont pleuré, on ne précise pas que ce sont tous les Béné Israël. Donc justement, le Midrash il demande Mi penema bachou et Aaron shloshim yom kol bet Israël ou Moshe lo bachou et la Béné Israël. Pourquoi cette différence entre Aaron et Moshe? Et le Midrash de nous répondre chez Aaron lo amar leish sarahta velo leisha saraht. Le Aaron n'a jamais fait la moindre remarque à qui que ce soit. Dans les mots du Midrash, Aaron n'a jamais dit à quelqu'un « Ah, tu as mal agi ici, c'est pas bien ce que tu as fait. » Ni à un homme, ni à une femme. Aval Moshe, mais Moshe, mi pene chez Ochrichan, lui Moshe, il leur a fait des reproches à plusieurs reprises. Plein de reprises, il a dû les reprendre, en disant « Non, c'est pas bien, etc. etc. » Puisqu'il leur a fait des reproches à plusieurs reprises, alors lui, on a dit que Béné Israël. Pas tout le monde l'a pleuré. Ils étaient moins tristes quand Moshe est parti. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le passouk clairement, que Beriti Aïta Ito Achaim V'Shalom. Hachem il dit, j'avais une alliance avec Aaron à Cohen qui était le Chaim, la vie, et le Shalom, la paix. Ça c'est un premier langage, un premier midrash. On a un deuxième midrash qui est un peu la même idée, mais avec des mots un peu différents, donc on va aussi le citer. Il dit, rends-toi compte de l'honneur qui a été témoigné à Aaron à Cohen, que toute l'entièreté du peuple l'a pleuré, chez Kol Bae Olam Bochinoto, alors que Myriam,
lo sefadoua velo kevarua et la Moshe barosh ve Aaron baregel valchuk varua, que ce sont que Moshe et Aaron qui sont occupés. Veaf le Moshe Rabbeinu lo barchou alav kol Israël, et même Moshe, eh ben, ils n'ont pas pleuré sur lui comme sur Aaron. Pourquoi? Parce que mipene sheyamu chichan al kol davar et davar. Parce que Moshe, il est réprimandé sur tout ce qui n'allait pas. Alors on dit vaïvku bene Israël et Moshe. Alors que Aaron, c'est écrit kol bet Israël, shelo ichian lekav chova meolam. Parce qu'il ne les a jamais, il n'a jamais fait pencher leur attitude du côté négatif. Shelo amar leish sarachta ou leisha saracht, comme on a dit avant, il n'a jamais dit à quelqu'un tu as mal agi à un homme ou une femme. Voilà. Il y avait des bénéfices qui avaient un peu de rancœur envers Moshe. Oui, en tout cas, il l'aimait moins. Salut Chava, ça va bien? Il avait un peu le rôle ingrat, Moshe, alors finalement. Alors on y va, c'est ce qu'on va développer justement. Alors on va justement prendre le temps de développer cela. Que on voit ici donc. Ouais. On voit ici donc une différence majeure entre Moshe et Aaron. Moshe donc qui va à plusieurs reprises réprimander les bénis Israël et donc on va lui témoigner un amour qui va être limité. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas pleuré, ils ont pleuré, mais moins, d'accord, avec moins d'intensité, moins de monde, etc. Alors que Aaron, ça va être beaucoup plus puissant. Donc déjà, on a une première leçon, avant d'aller sur ce que nous disait Joël, une première leçon qui est que si on veut être aimé des autres, il ne faut pas faire de reproches. Il ne faut pas faire de remarques aux gens. Si on veut être aimé des gens, si c'est ce qu'on recherche, et je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde recherche, d'être apprécié, d'être aimé, d'être approuvé, et ben voilà, on a ici une première leçon qui est que il ne faut pas faire de reproches aux gens et c'est comme ça que les gens nous apprécient. Premier point important. Mais on a ici deux questions. Première question évidente, c'est qu'il y a un passouk dans la Torah qui nous dit clairement la chose suivante. Ocheach tocheach et amitecha. Tu dois reprendre ton ami quand il a un comportement problématique. C'est une obligation de la Torah. Si je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui est problématique et que je sais que ma parole peut avoir un poids, alors je dois le reprendre. Évidemment que ça a certaines limites, c'est un cadre, d'accord ? De la même manière qu'il faut faire des remarques et des reproches à des gens qui écouteraient nos remarques, de la même manière il ne faut pas en faire à ceux qui n'écouteraient pas. Si tu vas lui dire quelque chose et que de toute façon il ne t'écoutera pas, ça ne sert à rien, il ne faut pas le lui dire. On veut mieux ne rien dire. Mais dans la mesure où il va t'écouter, tu as un certain poids, tu as une certaine influence sur lui, il faut le dire. Donc on a un vrai problème ici. On est en train de nous dire que Aaron, il est valorisé parce qu'il n'a jamais fait de remarques, mais ça ne marche pas. Comment il fait? Alors Aaron, il ne respectait pas les méthodes de la Torah. Première question qui est légitime. Deuxième question, c'est comment est-ce que on peut considérer ici que Moshe, quelque part, en ayant rempli son rôle qui était de devoir, en tant que guide, diriger le peuple et faire des remarques quand il faut en faire, il va perdre, en parallèle, ce que tu demandais, il va perdre l'amour du peuple. Finalement, c'est un rôle ingrat que Moshe il avait. Puisque c'est le guide, il doit faire des remarques, et quand tu fais des remarques, on t'aime moins, et donc du coup, comment ça fonctionne? Tu perds au change. Okay. Surtout qu'on sait que Moshe, à part ça en parallèle, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Surtout que Moshe, on sait qu'en parallèle, il a pris notre défense énormément de fois. Donc finalement, ce n'est pas suffisant pour que le peuple l'apprécie et l'aime sincèrement. Ouais. Donc on a une deuxième question. Ouais. Les vérités sont jamais bonnes à dire. Ouais. Moshe avait ce rôle de dire des vérités qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde. Effectivement, mais concrètement, alors c'est ingrat comme tu as dit. C'est ingrat. Le pauvre Moshe, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il s'est complètement donné, et il a donné sa vie, il a sacrifié toute sa vie pour le peuple. Évidemment. On a dit ici, je reprends pour vous parce que c'est arrivé un petit peu en retard, peut-être aussi Chaves n'a pas entendu la question. On a dit ici que Aaron, il va mourir dans la paracha de la semaine. Ok? Paracha de Krukat, Aaron il meurt. Et quand il meurt, le verset nous dit que le peuple tout entier va le pleurer. Dans les mots, c'est écrit Kol Bet Israël. Tout le peuple juif va le pleurer. Alors que pour Moshe, c'est pas écrit tout le peuple. C'est écrit les bénis Israël vont le pleurer. Et donc le Midrash soulève justement cette différence d'emploi du terme tout le peuple. Et il dit qu'en fait, il y a une différence, c'est que Aaron, il ne faisait jamais de remarques à personne. Jamais il a fait le moindre reproche à personne. Et donc tout le monde l'aimait. Alors que Moshe, lui, il faisait des remarques. Évidemment, c'était le guide. Donc lui, quand il fallait dire des choses, il fallait reprendre les gens, le peuple, et il le faisait. Du coup, on l'aimait moins. Alors on a posé deux questions. Première question, c'est que concrètement, on a une obligation légale de la Torah de faire des reproches aux gens quand c'est nécessaire. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent et on dit ça ne me concerne pas. D'accord? On connaît le principe aussi de Kol Israël Arevim Zelazi, c'est-à-dire que nous sommes tous intimement liés. On a tous une part de responsabilité dans les autres parce que toute action que quelqu'un fait,
en fait, si c'est négatif, ça porte un préjudice à l'entièreté du peuple, moi compris. Et si c'est positif, c'est bon pour l'entièreté du peuple. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de mettre des œillères et dire bon, ce que l'autre fait, ça ne me concerne pas, moi je fais ma vie, ça ne marche pas. Donc on a cette question sur Aaron, comment il s'est permis de ne pas justement faire de remarques. Deuxième chose, c'est que Moshe, a priori, on est en train de dire que à vouloir faire son rôle, remplir son rôle simplement, il a perdu l'amour du peuple. Comment ça fonctionne? Alors en fait, on peut essayer d'y répondre en ramenant une Mishnah dans un vote qu'on a peut-être eu le temps déjà de développer un petit peu, mais pas dans ce sens-là. Donc on va en rajouter. On va en rajouter avec notre ami Terence qui vient de nous rejoindre. Alors par contre, tu viens de prendre la place d'Odélia. Oh Daniel, décidément, de belles surprises. On enchaîne de belles surprises dans belles surprises. D'ailleurs, Sarah et Elia. Enchanté. Bienvenue. Vas-y, installe-toi, kiffe la clim et tout. On est bien là, on est bien. Ouais. Je viens de répéter les questions pour nos 2 retardatrices, mais je n'ai pas encore répété. C'est celle du cours? Non, d'autres. On avance. Vas-y. Voilà. Je pense qu'il faut répéter, il n'a pas bien entendu. On répétera pas ça tout de suite. Alors, une question. Allez, je répète juste la question, on ne ferait pas le malard. La question, elle est que Aaron, il est plus aimé que Moshe parce qu'il n'a jamais fait de réprimande, de reproche au béni Israël, alors que Moshe, lui, il en faisait. La question qu'on a demandé, c'est, a priori, des reproches, on doit en faire. Parce que les gens, quand quelqu'un a un comportement qui est identique, il faut lui faire la remarque. Ok? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ok. On vous réécouterez pour avoir le détail plus clair. Alors, il y a juste quelqu'un qui essaye de rentrer, mais je crois qu'elle est complètement dehors, Terence. Parce c'est la première fois qu'elle vient. Je suis là, mais je suis même venu avant. Bon, alors il va lui ouvrir, il revient. Ok? On va faire une petite bracha en attendant. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Je sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire du shehakol. Oui, je sais bien. Je suis pas fou. Mais alors quand même, bon, en attendant Terence, petit point chez Akol, petit point bracha, juste les écrits dans la halakha qu'on fait des brachot, il faut faire attention à découper la bracha en 3 parties. Vous connaissez? Ouais. Virgule après nom de Dieu. Exactement. Ensuite après Melech Haolam, exactement. 3 parties. Donc ce sont 3 prépositions qui sont reliées dans une bracha, mais qu'on doit dans notre tête et même dans l'expression, dans la kavana qu'on a, qu'il faut séparer pour. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est chaque partie de la phrase, elle a son sens. Ah d'accord. Donc il faut faire, sinon on avale la bracha en réalité. Bonsoir Naomi, bienvenue. Enfin. Il n'y a pas de souci. Alors on y va. Ok, donc on a compris la question, on ne va pas encore la répéter. On avance. On va essayer de répondre donc à la question qu'on a posée pour Naomi quand même, sa première fois. On va pas laisser comme ça. Hein. En même temps, au moins vous l'aurez retenu, vous les autres. D'accord? La question est la suivante. On a dans notre paracha Aaron, le grand prêtre, qui meurt. Quand il meurt, on dit que tout le peuple juif va le pleurer. Alors que pour Moïse, quand il va mourir, on ne dit pas que tout le peuple va le pleurer. Le peuple va le pleurer. Pourquoi cette différence entre les deux? Pourquoi plus de monde pleure quand c'est Aaron qui part que quand c'est Moshe qui part? Eh bien, la réponse que le Midrash nous ramène, c'est que quand Aaron il avait un comportement différent de celui de Moshe, c'est que Aaron ne faisait jamais de remarques à personne. Des gens qui avaient des comportements informatiques, Aaron ne disait rien. Et donc, on l'aimait plus. Moshe lui faisait des remarques au peuple parce que c'était le patron, c'était le dirigeant, c'était le roi, c'était le guide. Et bien lui, il faisait des remarques. Et donc, du coup, on l'aimait moins. Okay, on a posé la question de comprendre, mais comment ça marche? Et on va essayer de justifier un petit peu justement ces 2 approches et comment Aaron pouvait se permettre de ne pas faire de remarques aux gens. Ok? Question elle est claire pour tout le monde? On avance. Alors on a dit qu'on a essayé de répondre à cela avec une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dit la chose suivante. Amar Lahem, c'est où on a Rabbi Yochanan ben Zakkai qui transmet une idée, le message suivant. Il dit Tseu Ur'u Ezoi Derech Yeshara She'idbak Ba'adam. Prenons conscience, il nous présente le chemin qu'un homme doit suivre. Il dit la chose suivante. Rabbi Eliezer Omer, donc il ramène 5 avis. Rabbi Eliezer, il dit que la chose que l'on doit essayer de développer, c'est Aïn Tova, un bon regard, un bon œil, voir les choses toujours positivement. Il y a plein de situations, regardez, je ne sais pas si vous avez écouté, vous étiez là au gala? Certains qui étaient au gala? Raphaël, il a raconté une histoire, j'ai adoré l'histoire. Petite histoire toute simple, très rapide. Il a dit la chose suivante. Une fois, il faisait une formation dans l'éducation en Israël. Et le Rav qui était le formateur, une fois il est arrivé pour se garer dans le parking pour aller donner la formation. Et en fait, quand il va pour se garer, il y avait une voiture qui était garée sur 2 places.
à cheval sur 2 places. Du coup, il n'y avait plus de place disponible. Et le Rav, il n'a pas où se garer. Donc Raphaël, il se rapproche et le Rav, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi il s'est garé entre 2 places? Et Raphaël, il lui a répondu, peut-être que quand il est arrivé, il y avait une voiture à côté de lui qui était garée entre 2 places. Donc lui, il n'a pas eu le choix, il s'est mis ici, il n'a pas fait gaffe. Et donc du coup, finalement, c'est tombé entre 2 places. Et après, il s'avérait que le Rav, la question, elle était justement pour mettre Raphaël à l'épreuve de savoir est-ce qu'il allait avoir un jugement positif ou négatif. Quelqu'un d'autre aurait pu dire ah ouais, ils sont relous les gens, ils font pas attention, machin. Donc un regard négatif. Raphaël, il a eu un regard positif. C'est ce qu'on appelle Aïn Tova, un bon œil. Tu vois quelque chose qui peut être analysé d'une façon ou d'une autre, tu analyses bien les choses. Tu regardes toujours les choses avec positivité. Okay, ça, c'est un premier avis. Aïn Tova. On a un deuxième avis qui nous dit c'est Rabbi Yoshua qui nous dit Chaver Tov, un bon ami. Ce qu'il faut chercher à développer dans notre vie, c'est d'avoir un bon ami. Alors, évidemment que tout est bon. C'est bien d'avoir un bon œil, un bon ami. Ensuite, on va parler d'un bon voisin. C'est aussi bien d'avoir un bon voisin, d'accord, un bon entourage. On va parler de Haroet Anolad, celui qui voit plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire qu'il a une vue suffisamment long terme pour faire des choix dans sa vie. Ok, il y a des choix court terme, bon, ça je vais kiffer maintenant, bon, mais à long terme, ça va me détruire, ça va pas être positif. Il y a des choix qui sont plus à long terme. C'est ça, celui qui est Roet Anolad. Ok, et le dernier, c'est celui qui a Leftov, un bon cœur. Ok, donc on a 5 éléments ici. Je répète, on a le premier, c'est Leftov, Aïn Tova, pardon, un bon œil. Donc regardez les choses positivement. Deuxième chose, c'est un bon ami, un bon voisin, un Roet Anolad, donc voir plus loin. Et le dernier, c'est un bon cœur. Évidemment que, pas un bunker, un bon cœur. Et donc, du coup, évidemment que si on peut avoir tout, tant mieux. Mais on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Il faut choisir ses combats. Donc, chacun, il doit choisir un élément. Ok ? Et donc, voilà 5 propositions qui nous sont données ici par la Mishnah. Ok ? Ouais ? Et bien en fait, quelle est la différence, si je vous pose la question, entre un bon voisin et un bon ami ? On a un avis qui nous dit que ce qu'il faut chercher à développer au maximum, c'est un bon ami. L'autre, il dit non, c'est pas un bon ami, c'est un bon voisin. Alors je vous écoute, comment est-ce que vous définiriez un bon ami, un bon voisin ? Quelle serait la définition de chacun d'eux ? Qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter, etc. Par exemple, je ne choisis pas. Si, tu peux choisir. Je vais habiter dans un certain endroit, j'ai vérifié qui habite à côté. Si. Parce que je voulais contraster par rapport. On choisit un ami, et un ami surtout, on traîne avec. On le côtoie, on le fréquente. Ouais. Un voisin, c'est vraiment ponctuel. Ouais. Un ami peut se permettre de faire des reproches quand il est un voisin, qui est un peu plus loin, mais donc qui peuvent te faire des bons et des mauvais reproches. Ok, alors viens, on prend le temps. Toi, tu me dis que l'ami, ce qui va être positif chez un ami, c'est qu'il va me faire des reproches. C'est positif ce que tu dis donc ? Des reproches positifs, mais tu t'améliores. Très bien. Donc ça, c'est le bon point de l'ami. Et quel est le bon point du voisin ? Parce qu'on a un avis qui pense que ce à quoi il faut faire attention, c'est avoir des bons voisins. Alors, il apporte quoi, le voisin ? Le voisin, il est à côté de toi, c'est un problème. Il est à proximité. T'as besoin d'une urgence, il est à côté de toi. D'accord. Donc, c'est quelque chose finalement de plus technique. Peut-être. Alors, je pense quand même que dans la Mishnah, on peut un peu s'accorder que quand on dit qu'un derer yeshara she'itbak ba Adam, un chemin droit auquel un homme il doit s'attacher, je pense qu'ici, on a des attentes qui sont un peu plus élevées que le côté technique. J'ai besoin d'une perceuse, je vais lui demander. Voilà, c'est un peu plus une construction de vie, je pense. Ouais. Ouais. Peut-être, ouais. Un bon ami, c'est quelqu'un qui nous connaît vraiment bien, qui même dans les critiques positives, on va dire, on nous dit bien ciblé par rapport à ce que nous-mêmes on est. Donc ça, Le voisin, il veut faire la même remarque, mais différemment, en fait, ça va pas te correspondre à nous vraiment. Alors, donc là, tu rejoins ce qu'on dit Daniel. J'ai compris que tu me proposes quelque chose de positif chez l'ami. Maintenant, moi, je demande quel est le positif chez le voisin, parce qu'on a un avis qui te dit le top qu'un homme doit chercher, c'est un bon voisinage, un bon entourage, pas un bon ami, un bon voisinage. Déjà, un voisin, il peut être ton ami. Bon, c'est relou. Il peut être les deux, mais moi, je parle là, un voisin, plus que l'ami. L'ami, c'est une relation vraiment proche, d'accord, vraiment limite très intime, alors que le voisin, c'est moins intime, et pourtant, il aurait quelque chose de positif, de différent. Quelqu'un qui, enfin, n'importe qui, au bout d'un moment, ressemble à son entourage. Ouais. Donc, s'il a un entourage de gens qui sont dans la débauche, bah, il va se mettre à la fin. Et au contraire, dans le positif. C'est intéressant. Ouais, alors on va aller dans ce sens-là et on va cadrer un petit peu la chose. Rava, tu veux dire quelque chose ? Non ? Je crois que tu voulais dire quelque chose. Non ? Ok. J'aurais dit l'ami, il a une proximité au niveau mon ami, on a un peu les mêmes valeurs, etc. Ouais, voilà. Alors que le voisin, il y a une proximité,
mais géographiques. Ok. Et qu'est-ce qui m'apporte du coup? Bah, si on s'entend pas avec nos voisins, c'est compliqué. D'accord, mais là, donc là encore, tu parles de quelque chose de technique alors. Mais en quoi il va m'apporter dans ma vie? Je parle dans la vie dans le sens global. Dans le... Peut-être que le fait qu'il soit toujours là au quotidien, il peut être ou non un bon exemple. Oui. Exemple, si on voit qu'il fait des mitzvot, ou qu'il se comporte bien avec sa femme, ou qu'il est avec ses enfants, qu'il fait une bonne éducation, Alors, c'est peut-être un miroir pour moi. très bien. Donc tu rejoins ce que dit Daniel. Le fait d'être toujours, il peut t'apporter le fait d'être toujours dans un chemin positif. Ouais, très bien. Ça va très bien. Alors venez, on va détailler justement la différence entre les deux. Alors on a déjà le Barthénora, le commentateur de base dans la Mishnah, qui dit que qu'est-ce qui est positif dans un bon ami, le Chaver Tov, il dit Shemo Chicho, qui lui fait des remarques, d'accord, des reproches, Keshero et Oto Osedavar Sheno Agun, quand il voit qu'il a un comportement problématique. Il est là et il le reprend. Ça, c'est un bon ami. Le bon ami qu'on doit chercher, c'est pas l'ami qui vient dans notre sens et qui nous dit amen à tout ce qu'on dit et voilà, qui nous caresse dans le sens du poil et qui nous met la pommade, machin. C'est pas ça le bon ami. Le bon ami, c'est celui qui est capable de nous reprendre et qui va le faire quand il voit qu'on fait quelque chose de problématique. Ça, c'est sur l'ami. Et ensuite, sur le bon voisin, il sait quoi, Shachen Tov, un bon voisin? Matsouy etzlo ben bayom ou ben balayla. Il est présent autour de lui jour et nuit. Ok, comme on l'a dit, l'ami c'est un bon ami, mais bon, on n'habite pas à côté, il peut vivre plus loin, beaucoup plus loin des fois. Alors que le voisin, il est là tout le temps à côté. Ve'ilu chaver tov, alors que le bon ami, et no matsouy etzlo bechol et, il n'est pas tout le temps présent à côté de lui. Donc il nous dit ici que l'ami, il a quelque chose de moins que le voisin, c'est qu'il n'est pas présent autant. Maintenant, on n'a quand même pas encore bien défini ce qu'il y a de particulièrement bien chez le voisin. Alors là, il faut avancer encore. On a un Rashi. Rashi qui dit que Shachen Tov, Yoter Tov, Mechaver Tov. Un bon voisin, c'est mieux qu'un bon ami. Il dit pourquoi? Chez Shreno, Ro'eu, Kol Sha'a, Bayom Balayla, Velomed, Mimaasav. Parce que quand tu as un bon ami, quand tu as un bon voisin, tu le vois jour et nuit, et tu apprends de lui. Donc ici, la différence qui est claire entre les deux, donc je rejoins vraiment et on va synthétiser ce que vous avez ramené un peu tout le monde, c'est qu'en fait il y a une différence claire entre le chaver, l'ami et le voisin, c'est que l'ami, son influence est une influence active, c'est-à-dire il va prendre position, il va venir, il va me dire de façon concrète, il va s'investir activement dans les choix que je fais dans ma vie, dans mes positionnements, etc. Il va me dire ça c'est pas bon, ça faut que tu changes. Donc en fait, l'influence qu'il a, c'est une influence de venir m'exprimer de façon très verbale, concrète, des axes d'amélioration. Alors que le voisin, comme on l'a dit dans les mots de Rashi, c'est très précis dans les mots, il dit que ton voisin, tu le vois, il te dit rien, tu le vois. La fréquentation même, le fait que tu sois autour de lui, le fait de le voir et évidemment, on te demande de choisir un bon voisin, ça va naturellement t'influencer positivement. Donc en fait ici, on voit l'idée suivante, c'est qu'il y a deux manières d'influencer notre entourage. Il y a l'influence en direct, d'accord? Donc c'est celle d'un ami, où je vais et je fais des remarques, j'exprime des choses qui ne vont pas, et donc je peux espérer améliorer le comportement d'autres personnes de façon directe en leur parlant. Et il y a une autre façon d'influencer autour de nous. Il y a l'influence passive. Je pourrais rajouter un autre axe de différence entre les deux, c'est qu'on sait qu'il existe deux notions. On a le sourmera et le asetov. C'est quoi le sourmera? C'est éloigne-toi du mal, et le asetov, c'est fais le bien. Il y a deux axes dans la vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, donc il faut s'éloigner des mauvais comportements, et il y a des comportements qu'il faut chercher à développer. Ça, c'est le asetov. Et bien en fait, comme nous l'a dit le Barthénora, l'ami, ce qu'il fait, c'est qu'il vient nous reprendre quand on agit mal. Donc lui, il participe à cet axe-là qui s'appelle le retrait du mal, le sourmera. Alors que le voisin, lui, c'est une influence positive. Il ne me fait pas de remarques. C'est juste qu'en le voyant, il se comporte bien, comme on l'avait dit, il se comporte bien avec sa femme, il lui parle avec douceur, il s'occupe bien de ses enfants, il les éduque bien, et il a un comportement, on va dire, délicat et raffiné, etc. Il m'influence bien. Okay, et bien là, c'est dans le côté du asetov. Une influence active pour l'ami et passive pour le voisin. Exactement. Mais il nous dit bien ici, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le Rashi nous dit bien que le voisin, il est mieux que l'ami. Il est mieux. C'est-à-dire que, encore une fois, on étudie ça pour mettre en pratique de façon très concrète. Concrètement dans notre vie, comment est-ce qu'on doit fonctionner? On a ici une leçon qui est fondamentale. La meilleure influence
la plus utile, celle qui va porter le plus de fruits, c'est celle que l'on arrive à faire, non pas dans une démarche active, mais dans une démarche passive. Il faut être des exemples, ça c'est très connu dans l'éducation. On sait très bien qu'un enfant ne fera jamais ce que tu lui diras de faire, il fera ce que tu sauras. Un papa ou une maman qui dit à un enfant d'avoir un comportement A, mais que lui-même n'est pas cohérent avec cela, ça ne fonctionnera jamais. Alors que s'il ne dit rien, mais il se limite à être quelque chose, à être une image, une idée, et bien là, ça passe. C'est ce qu'on voit ici de façon très claire. Et en fait, donc évidemment que maintenant, on atterrit à notre fameuse question. On a Moshe et Aaron. Alors qu'on a demandé, mais Moshe, Aaron, il ne fait pas de remarques aux gens. Mais comment ça marche? On doit faire des remarques. Ah, mais il y a plusieurs façons de faire des remarques. Il y a plusieurs façons. Tu peux réprimander les gens de façon active, en allant les voir, en disant c'est pas bien ce que tu as fait et tout. C'est une façon de faire. Là, c'est Moshe. Bon, on a une autre façon de faire aussi. On a par l'exemplarité. Aaron, c'est ce qu'il faisait. Et regardez qu'on a un midrash qui nous le dit très clairement. Regardez. Il nous dit comme ça. Il y a un passage qui dit Verabim Eshiv Me'avon. Aaron, il a ramené beaucoup de gens des transgressions. Donc il a fait faire teshuva à beaucoup de gens. Comment est-ce que c'est écrit? Le Midrash nous dit la chose suivante. Melamed, Keshaya Aaron Me'aler Baderer. Le Midrash nous raconte que quand Aaron se promenait en chemin, Impaga Be'adam Ra ou Racha, s'il croisait quelqu'un, un mécréant, quelqu'un qui avait des comportements pas ouf, et ben Notano Shalom, il le saluait. Il le saluait. Les Mahar, le lendemain, Bikesh Otoaïch Leler Velavor Avera. Le lendemain, il se pouvait que ce bonhomme-là en question, qu'Aaron était parti saluer, il soit pris d'une envie, d'une tentation, d'une transgression, d'une quelconque transgression. Amar, mais il se disait, oh, Ili, Er Esapana, Ivere, et Aaron Boshti, et Menou, chez Nathan Shalom. Il dit, je peux pas. Aaron, il est tellement gentil, il est venu me saluer hier, en plus, je risque de le recroiser aujourd'hui ou demain, il va encore me saluer, il va me demander comment ça va. Je peux pas me permettre de lui faire ça et qu'il va voir qu'en fait, je me comporte mal. Ça se fait pas. Je peux pas. Et donc, Beninsa Oto Adam Moné à Atzmo Milelech Lavera. Ce bonhomme-là, grâce à cette finesse, cette gentillesse, cette douceur et cette humanité qui débordait de Aaron, mais qui était sincère. Il jouait pas un jeu. Aaron ne disait pas bon, je vais jouer, je vais les manipuler. Pas du tout. Aaron, c'était sincère. Il avait un vrai amour pour autrui. Et ben, les gens, grâce à cela, et ben, ils se bloquaient eux-mêmes dans la transgression. Ils disaient, je ne peux pas lui faire ça. Donc on voit que le Midrash nous dit très clairement que Aaron, il ne faisait pas de remarques, mais il avait un moyen très efficace, peut-être plus efficace encore, pour empêcher les gens de fauter. Par justement ce qu'il arrivait à transmettre de cet amour-là et du fait qu'il est tellement gentil, ce monsieur-là, que pour lui, je vais le faire. Pour lui, je vais le faire. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que... Ce qui est aussi intéressant, c'est humainement. Quand on réfléchit un petit peu à la structure de l'homme, à la façon, au comportement de l'homme basique, c'est que concrètement, on a un ego. Okay, certains plus surdimensionnés que d'autres, mais on a l'ego. Cet ego-là, il est un frein à ce que les autres pourraient essayer de nous dire, de nous transmettre et essayer de nous reprendre justement. Et en fait, la sagesse, elle est de réussir à inverser. C'est une forme de manipulation, mais en fait, elle est positive, de faire ressentir à la personne que c'est son choix, c'est pas le nôtre. Quand tu viens, tu fais une remarque active à quelqu'un, ben finalement, il a un rejet de la chose. Pourquoi? Parce qu'il va sentir que quelque part, ben, tu es plus fort que lui, tu es supérieur à lui, donc il va se soumettre à ce que tu lui as dit. C'est difficile, c'est dur. Alors que quand tu arrives à avoir une attitude qui fait que la personne en face, elle va faire le choix par elle-même de modifier, là, il n'y a pas cette barrière-là. Et donc, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Donc, on voit ici de façon très claire comment les deux comportements se complètent, parce qu'évidemment qu'il y a des situations où on doit faire des remarques directes. Moshe Rabbeinu, il devait le faire, c'était son rôle. Si Moshe ne faisait rien, ça lui aurait été reproché, évidemment. Et finalement, c'est, on va dire, une réalité qu'on ne peut pas nier, le fait que les bénis Israël l'ont moins aimé, certes, sur le coup. C'est comme un parent
qui fait des remarques à son enfant, alors sur le coup, l'enfant, bah oui, il en veut à son parent. Il a du mal à l'apprécier. Si le papa fait plus de reproches que la maman, bah, l'enfant, il sera plus proche de la maman, certes. Mais ça, c'est quand il y a encore une forme de jeunesse, un manque de maturité. Quand on grandit un petit peu, au contraire. Au moins, en tout cas, ça se rééquilibre et peut-être même au contraire, on va ressentir que finalement, celui des deux parents qui nous a plus repris, il le faisait vraiment dans notre intérêt, par amour, etc. Et donc, on va finalement au moins l'aimer autant que l'autre et peut-être même l'aimer plus que l'autre parce qu'on a conscience que c'est ça qui nous a guidés, c'est ça qui nous a forgés, c'est ça qui nous a permis de grandir. Est-ce que l'enfant a moins d'ego par la suite? Tu dis que c'est l'ego qui bloque le fait de faire une remarque et bah non, du coup je vais pas le faire parce que j'ai mon ego. Oui. Pourquoi en grandissant avec la maturité, on laisse tomber l'ego? Alors, c'est pas qu'on laisse tomber, c'est que c'est tout le temps une forme de balancier. Je veux dire, l'ego il est très puissant, mais quand à un moment donné tu vas avoir en parallèle la conscience d'une certaine réalité, bon, alors ça peut passer au-dessus. Il y a des personnes chez qui l'ego il est tellement puissant que non, même quand ils sont ça contrebalance en bas. Ouais. On avance. S'il y a des remarques, évidemment, je prends. Ok. D'ailleurs, au passage, pour rejoindre le thème, donc évidemment qui est le nôtre, mais qu'on a bien développé la semaine dernière, c'est qu'au passage, ça permet d'effacer la friction qui pourrait y avoir de discorde. Pourquoi? Parce que quand tu fais une remarque à quelqu'un, ben, lui, il avait un comportement, où il avait une certaine vision, une certaine approche. Toi, tu viens, tu lui dis autre chose. Il y a une friction qui se fait ici. Le fait qu'il y ait deux avis. On a vu que la marloquette, elle est problématique. Alors que quand tu viens et que tu dis rien, tu es dans une démarche, on va dire, positive et de façon passive, tu arrives à l'influencer, et ben là, il n'y a pas du tout de choc qui se fait. Et donc, ça est beaucoup plus clean, beaucoup plus fluide. C'est moins impactant des fois, parce que si on est passif, on essaie de montrer qu'on fait bien, on va peut-être pas le remarquer. Alors que si on intervient plus activement, là on pourra peut-être avoir plus d'influence sur la personne pour les remarques. C'est pour ça qu'évidemment, qu'il y a des situations où on ne peut pas se suffire d'être juste une bonne influence, on doit être actif, on doit être actif aussi. Si on voit quelqu'un voler par exemple, je ne vais pas me mettre comme ça, moi je suis pas un voleur, je me mets comme ça. Tu as raison. Il va pas comprendre. Tu as raison. Mais on va dire que ce à quoi on doit le plus faire attention, c'est l'influence qu'on va avoir de façon passive. Okay? Parce que sinon, en fait, c'est aussi une forme de prise de responsabilité de notre impact. On doit avoir conscience que nos actions, elles ont un sens, elles ont une nécessité, pas uniquement pour nous-mêmes, d'accord, mais également pour ce qu'on dégage autour de nous. Et en fait, quelqu'un qui se dirait, bon, non, en fait, j'ai pas cette responsabilité, moi, maximum, je ferai des remarques quand ça se présente de façon très ponctuelle, en fait, finalement, il fuit un peu ses responsabilités. Et nous, on doit les assumer. Ouais, il y a des moments où, comme ça, tu assistes à un vol, bien sûr qu'il faut agir. Et en fait, ça se tempère, il y a un équilibre, tu vois. Et si c'est plus dans ton entourage, si par exemple toi t'as fait tchouva, tu connais l'importance de respecter les commandements de Shabbat, et ton frère il est aux antipodes, bah, c'est pas en lui disant comme le voleur, bah, ne fais pas, mais justement en étant toi, et peut-être il va se dire, bah, tu vois, regarde pourquoi lui il est équilibré, pas moi. Je trouve que le côté passif il est plus facile quand tu veux faire une bonne chose, que tu veux montrer l'exemple, Oui, bien sûr. que quand tu veux empêcher une mauvaise chose. Alors, finalement, Tu vas faire une bracha, tu vas pas bien dire à l'autre fais une bracha, il va m'entendre, il va voir je fais une bracha de mon côté, je vais avoir un rôle passif mais qui va lui donner une influence. Mais c'est plus facile dans l'action positive, dans l'action négative, tu es obligé d'intervenir. alors, pas nécessairement, parce que quelque part, imaginons, on va parler du négatif, quelqu'un qui a tendance à trop s'énerver. Okay? Si une fois, dans une certaine situation, tu as réussi à te retenir et tu as montré que quelqu'un est capable de prendre sur lui, et même si on l'a offusqué, il arrive à se retenir. C'est une influence même dans le côté négatif, qui est positive. Okay? Je sais pas, dans la finesse, dans le raffinement humain, etc., comportemental. Okay? Il y a des gens qui sont plus grossiers que d'autres. Okay? La grossièreté, elle peut s'exprimer physiquement, verbalement, de plein de manières. Et en fait, si tu es quelqu'un qui justement fait attention à cela, tu vas permettre aux gens de ne pas tomber dans le négatif de la grossièreté. Donc c'est dans les deux sens. Okay? Voilà, je pense que c'est important déjà de conclure au moins ce point-là. On essaye de retenir combien on voit que, alors qu'il y a deux axes justement d'influence de chacun de nous, dans l'action et dans l'exemple, celui qui est le plus recommandé, c'est celui par l'exemple. C'est pour nous beaucoup plus impactant, parce que pour nous, ça nous demande une cohérence et une attention particulière, mais également pour l'impact que ça aura chez l'autre, ce sera beaucoup plus fort, beaucoup plus pérenne. Et également, on a dit qu'on cherche évidemment à être aimé, à être apprécié le plus possible autour de nous. C'est de cette manière-là que ça passera. Beaucoup mieux. Okay? On continue sur le midrash qu'on a ramené sur Aaron, pour justifier pourquoi Aaron il était tellement aimé plus que Moshe. On va ramener le point le plus connu. On a ramené d'autres points, maintenant on va ramener celui le plus connu. C'est que
quand des gens, donc je vous cite le Midrash, il dit Vechen shne bnei adam shosin meriva zeimze, quand des gens se disputaient. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait à Aaron? Aaron, il se balade, d'accord, il voit deux gars qui se disputent. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Ouais, vous connaissez le Midrash, oui? Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Le lendemain, Alach Aaron, veyashavlo etzel echad men, veomerlo re chavecha maou amar. Il allait voir un des deux bonhommes, et il lui dit, tu sais que j'étais avec ton pote là, il y a 1 heure, et tu sais ce qu'il m'a dit? Alors en général, tu sais ce qu'il m'a dit, il t'a éclaté, non? Ben, tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il était en train il avait le cœur déchiré, il devenait fou, il s'arrachait les cheveux. Comment? J'arrive pas à supporter la peine que j'ai causée à mon ami. Et cette souffrance que je lui ai causée, j'arrive pas à la supporter tellement ça me fait mal. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc Aaron, le lendemain, il allait voir un bonhomme, un des deux, il disait voilà ce qu'il m'a dit ton ami. C'est faux, il n'a jamais rien dit le bonhomme, hein. Il a encore énervé de fou. Mais il lui disait ça. Et il allait voir le deuxième, il disait pareil. Aux deux, il disait ça. Il racontait des salades, mais il allait voir les deux. Et donc Aya Yoshev Etzlo, Hachimoti Kol Kin Hashibelibo. Il restait avec les deux jusqu'à réussir à leur retirer toute la haine, toute le rejet qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Il restait jusqu'à réussir à leur enlever tout cela. Pareil, et ensuite quand ils se croisaient, finalement une semaine après ils se recroisent, ils se prenaient dans les bras l'un de l'autre. Ils n'allaient pas se dire ah il m'a dit Aaron ce que tu as dit sur moi, et moi j'ai rien dit sur toi, d'accord? Mais ils s'embrassaient, ils s'enlaçaient. Voilà ce que Aaron faisait pour diffuser le shalom, et donc c'est ça qui nous permet de comprendre ce que le passouk nous dit, qu'on a plus pleuré à Aaron que Moshe. Et donc ça aussi on revient à ce qu'on dit la semaine dernière, on a dit combien normalement on n'a pas le droit de mentir. La Torah nous dit tu dois fuir le mensonge. Pourtant quand c'est pour des raisons de développement de la paix, c'est pas seulement qu'on a le droit, mais c'est un devoir de mentir. On a ramené l'exemple avec Avraham et Sarah, que Hachem a menti à Avraham en lui rapportant les paroles de Sarah, parce que sinon ça aurait pu créer un problème de couple, d'accord? On a ramené, je vous enverrai au cours pour rattraper cela, on a ramené également l'exemple de la sota, ok? Qu'on a le droit là-bas, non là-bas c'était pas mentir, là-bas c'était effacer le nom, on avait un autre exemple pour mentir. Mentir, c'est pas quand tu vas manger par exemple chez quelqu'un. Ah, intéressant. Intéressant, j'ai pas ramené ça. T'as raison. Il y a 3 choses. La Gemara dit qu'il y a 3 choses sur lesquelles on a le droit de mentir. D'accord? C'est quoi les 3 choses? C'est d'ailleurs. Les 3 choses sont les suivantes. Donc comme nous l'a dit Daniel, c'est intéressant, ça c'est halakha, hein, vraiment halakha strict, pur. C'est si tu es invité chez quelqu'un, ok? Et après tu vois un ami, tu dis il te raconte c'était comment chez un tel? Tu veux dire c'était la guerre. Ah il nous a mis la guerre à la maison. C'était machin, les plats, les trucs, les nains. T'as pas le droit de dire ça. Tu dois mentir. Oh ça va. Bof. Pourquoi? Parce que si tu fais la pub du truc, après, tout le monde va commencer à vouloir aller chez eux, ils vont l'appeler, machin, ils vont te solliciter. Donc, tu ne dois pas faire la pub. Tu dis, oh, ça va, bof. D'accord? On va pas te dire non plus de les écraser, mais bon, ça va. C'est bien. Ok? Ça va, simple. Ok? Première chose. Deuxième chose, c'est ce qui est le tashmish. D'accord? Donc, les relations conjugales. Ok? Si machin, on pose des questions, non, il n'y a rien eu, ne me prends pas la tête. Ok? Donc tu peux broder, tu peux fuir, machin, parce que ça concerne personne d'autre que toi, donc c'est le domaine de l'intime. Tu réponds même en mentant si nécessaire. Et troisième chose, c'est quelqu'un qui te demande une halakha ou une information, un enseignement de Torah quelque part, et tu peux lui dire que tu sais pas. Parce que tu n'as pas envie voilà, c'est une forme de hanava pour pas te la ramener, de dire que tu connais tout. Donc tu peux dire que tu sais pas. 3 choses, ok? En tout cas, on avait ramené autre chose similaire sur le mensonge, mais là, je ne l'ai pas en tête. Venez, on avance. Mais du coup, il n'y a pas la paix là-dedans. Il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y aurait pas la paix? Dans quoi il n'y aurait pas la paix? Mentir pour chercher la paix. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ah, c'est un non, ça, autre c'est autre chose. concept. Ouais, c'est autre chose. D'accord? C'est des domaines très précis qui ont un but positif. Brut, Voilà, strict, quoi. ouais. D'accord? Alors, venez, on avance maintenant. On a dit la semaine dernière, on a développé longuement, là encore, on a pris le temps, là, on est passé au shalom. On a vu combien la marloquette, la discorde, elle est dramatique. On avait dit que c'était à la base, le 2e jour de la création du monde, que la première marloquette a existé par la scission du rakia, etc. On ne va pas s'arranger là-dessus. Mais on a la fameuse Mishnah, de laquelle tout part dans Pirkei Avot, qui dit que Kol marloquette chez les Shem Shamaim sauf alit kayem, Bechol marloquette chez Ena les Shem Shamaim, en sauf alit kayem. Donc toute marloquette, toute discorde, toute discussion, parce que le mot discorde il a une consonance négative, mais toute discussion qui est les Shem Shamaim, donc qui est dans un but positif, elle perdurera
alors que celle qui est dans le but inverse ne tiendra pas. Et on nous donne des exemples. Quelle est la marloquette qui a un but positif? C'est celle de Hillel et Shammai, ces deux grands sages. Et celle qui a un but négatif, c'est celle de Korach et son assemblée. Voilà ce qu'on avait ramené. Alors, on peut poser une question simple. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la Mishnah, à l'époque de la Mishnah, on n'avait pas que deux sages qui discutaient, qui étaient en disputation de halakha, de Torah. Ce n'était pas que deux. Il y en a eu une flopée. Pourquoi est-ce que quand on vient et on pose la question de quelle est la marloquette, quel est l'exemple de la marloquette, de la discorde, de la discussion qui est pour un but louable, on me cite spécialement Hillel et Shammai. Pourquoi eux plus que d'autres? Il y en a eu plein d'autres qui ont discuté et qui aussi, a priori, étaient dans une recherche de la vérité, de la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'on a ramené ces deux-là comme exemple? Parce que leurs enfants se marient entre eux. Bravo. C'est ça? Ouais, entre autres, ouais. Parce que Hillel prenait toujours en compte l'avis de Shammai. Ouais, plus que ça encore, bravo. Et il l'a ramené en premier. Bravo. Il prenait toujours l'avis de Shammai pour fondation. Exactement. Donc, quand on leur posait la question, donc imaginez-vous, d'accord? Imaginez-vous, on a la maison d'études et on a Hillel et Shammai qui discutent entre eux. Donc, quand on dit Hillel et Shammai, on ne parle pas de Beth Hillel et Beth Shammai. C'est pas leurs élèves, c'est eux-mêmes, eux deux, les deux patrons, les deux patriarches de ces deux grandes familles-là, ces deux grandes maisons d'études. Et bien, quand ils discutaient ensemble, Hillel et Shammai, donc imaginez-vous, ils sont en train d'étudier pendant des heures et des heures et des heures. Okay, sur un point précis de Torah, de halakha, de réflexion, de pensée juive, d'analyse, de pourquoi, un truc très poussé. Ils ont leur discussion et ils sortent. Le soir, il est 23h, ils sortent. Ils se sont arrachés la tête pendant la journée. On vient, on demande à Hillel, alors finalement, vous avez traité de tel et tel sujet aujourd'hui, tel et tel débat. Qu'est-ce qu'il en est sorti finalement? Logiquement, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un comme nous, on nous demande qui est sorti, soit tu dis ton avis, puis tu regardes, voilà, on a parlé de ça, franchement, je pense que c'est ça, le vrai, la vérité, le émet, il est là. Soit tu dis que ton avis, soit tu vas en dire deux, mais tu dis le tien d'abord. Tu t'es arraché la tête toute la journée pour démontrer et défendre ta position. Donc tu dis le tien. Pourtant, quand on leur posait la question, il ramenait d'abord les paroles de Shammai. Et donc, c'est ça que la Gemara, elle dit, qui justifie le fait que ce soit cette discussion-là précisément que l'on ramène. D'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Shammai est ramené aussi les paroles d'Hillel. Non. C'est pour ça d'ailleurs, je complète, c'est pour cela que dans la halakha, on va trancher comme Hillel et pas comme Shammai. Justement, parce que Hillel, il avait, justement, c'est ce qu'on allait développer, il allait toucher la vérité plus que Shammai par justement le fait qu'il ramenait les paroles de Shammai avant les siennes. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'en fait, le fait même de ramener les paroles de l'autre plutôt que les siennes, ça prouve toute la démarche de leur discussion. Ça prouve qu'en réalité, quand ils discutaient les deux, ils ne discutaient pas chacun pour défendre son point de vue, sa position, mais ils discutaient pour connaître la vérité. Et donc, dans la mesure où ce qu'il cherche, c'est la vérité, il cherche, et son avis n'est pas plus important que l'autre, parce que finalement, lui, il a une vision, l'autre a une autre vision. Le fait qu'il ait amené les paroles de l'autre, eh ben, c'est ça qui était on va dire, le révélateur, comme quoi il avait touché quelque chose de plus fondamental que Shammai, parce qu'il était capable de ramener l'avis de l'autre. Et en fait, plus que ça encore. Ouais. Hillel, s'il ramenait les paroles de Shammai avant les siennes, c'est parce qu'en fait, il voulait fuir et éviter toute subjectivité que n'importe quelle personne a quand il exprime des idées. Quand j'exprime quelque chose, je viens avec une subjectivité qui est causée par quoi? Qui est causée par mon vécu, qui est causée par mon éducation, par mes connaissances, par plein de choses qui font ce que je suis. Donc j'ai une subjectivité. Je ne suis pas complètement objectif. Et bien en fait, Hillel, ils ont voulu fuir cette subjectivité. Ils ont voulu complètement l'éradiquer. Et donc c'est pour cela qu'ils ramenaient les paroles de Shammai en premier. Ça rappelle quoi cette idée-là? Ça rappelle une halakha. Une halakha qui dit que quand un juge doit venir et s'exprimer sur un différend entre deux parties, il n'a pas le droit d'écouter l'un des deux en l'absence de l'autre. Donc imaginez-vous, on a un bonhomme, on a deux gars, deux feuges, qui sont en discussion sur, ils ont un différend financier. Ok? Donc il y en a un qui dit, ouais, on a fait une affaire et on avait un contrat, il n'a pas respecté ici et ça et ça. D'accord? Donc ils ont un différend financier. Donc maintenant, ils veulent arranger ça. Comment est-ce qu'on arrange un différend financier quand on est
quand on est juif, on va au Beddin, au tribunal rabbinique. Donc ils vont se joindre, ils vont contacter un tribunal rabbinique pour aller le voir. Très bien. Donc imaginez-vous que un des deux contacte le rabbin en question et lui dit voilà, ce qui m'est arrivé, voilà l'histoire, machin, j'ai fait ça, il a fait ça, il m'a dit ça, on a dit ça. Une fois que le rabbin a entendu l'avis d'une personne, il ne peut plus se permettre de juger pour ce dossier-là. Il n'a plus le droit. Même si après, finalement, l'autre partie va venir lui donner son point de vue à lui, c'est fini, il n'a plus le droit de juger. Pourquoi ? Pourtant, d'accord, il est clair que un juge, on va dire, éprouvé, qui a quand même une certaine expérience, quand on lui présente un dossier avec un certain regard, il sait très bien que ça c'est une façon de voir les choses, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit les choses complètement différemment. Donc quand il entend les paroles du premier, il y a déjà une forme de filtre normalement, où il sait, il dit bon ok lui il m'a dit ça, mais bon il a sûrement un petit peu tricoté à sa sauce, et il y a certainement un point de vue complètement différent qui va m'arriver dans quelques instants. C'est fini, trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, non, t'es pas capable. Un homme n'est pas capable. Une fois qu'il a entendu un avis, il s'est attaché à ça, il s'est accroché à cela. Et en fait, son impartialité, elle est entachée. Il ne pourra plus jamais en sortir. Voilà pourquoi quand on lui demandait, mais qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui ? Il amenait les paroles de Shammai avant les siennes. Parce que justement, il voulait se détacher de cette subjectivité qui était la sienne. Et donc, pour s'en détacher un maximum, il amenait les paroles de Shammai. En tout cas, on voit bien que pourquoi on cite ces deux sages-là comme exemple, c'est parce que eux étaient ceux qui, par excellence, dans leur discussion, on voyait qu'ils étaient à la recherche, non pas de développer chacun son point de vue, mais à chercher une vérité. Et on avance encore là-dedans, justement. Pourquoi leurs élèves étaient si virulents ? Alors, eux-mêmes étaient virulents. Merci beaucoup, Terence. Alors, on enchaîne. On dirait qu'il avait mes notes, Terence, parce qu'il me lance exactement sur le paragraphe suivant. Ouais. On a une Gemara dans Kiddushin. La référence, c'est Kiddushin 30b, qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Chia bar Abba. Afilou Aav Ubno, même un père et son fils. Arav Vetalmido, un maître et son élève. Sheoskin Batora Beshar Echad, qui discutent de Torah dans un même endroit. Naasim Oivim Zeedze, ils deviennent ennemis l'un de l'autre. Ve'enam Zazim Misham, mais ils ne quittent cet endroit que Naasim Oavim Zeedze, qu'une fois qu'ils seront devenus aimants, amoureux l'un de l'autre. On a une Mishnah, une Gemara ici qui nous dit que quand des gens discutent de Torah, on parle d'un père et son fils, on parle d'un maître et son élève, ils discutent, au départ ils sont comme des ennemis, mais ils en ressortent comme des amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? En fait, l'idée elle est justement, donc Terence nous demandait mais pourquoi il s'arrachait tellement les cheveux ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tous vécu des débats, on va dire très, dans lesquels on s'investissait beaucoup, parce que c'est un point qui nous tenait à cœur. Ok, on a tous connu ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche de la vérité de la Torah, chez des sages en Torah de leur temps, c'est vital. Quand je dis vital, c'est pas un emprunt, c'est une réalité. Pour eux, leur vie en dépend. On ne peut pas se permettre de venir dire quelque chose qui leur semble erroné, qui leur semble faux, ou même pas complètement vrai. Ça ne marche pas. Donc ce sont des combattants pour la vérité. Comme vous verrez, mais les Havdil, dans le sens de vraiment, ne pas faire de comparaison, de choses qui ne sont réellement pas comparables, mais vous prenez l'hémicycle de l'Assemblée nationale, d'accord ? Ça surle dessus. Pourquoi ça surle dessus ? Parce que chacun il vient avec son projet de loi, il en est persuadé, c'est moi qui ai raison, et donc je défends bec et ongle. Ok ? Et en fait, si vous voulez, encore une fois, les Havdil, parce que c'est pas comparable, on n'est pas du tout dans la même recherche chez les uns et les autres, mais chez ces sages-là, la vérité, c'est pas négociable. Si moi je pense quelque chose, mais je viens et je hurle dessus. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a une histoire qu'on raconte avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, donc c'est un sage qui est décédé il y a environ un siècle, un petit peu moins d'un siècle, en 1933. Une fois, il y a un donateur, un potentiel donateur, qui a débarqué dans sa yeshiva pour potentiellement soutenir la yeshiva et leur permettre de tenir encore quelques mois. Et il débarque, alors il ne connaissait pas ce que c'était une yeshiva, donc un centre talmudique pour jeunes. Et donc il débarque et quand il rentre, il ouvre la porte de la maison d'études, il entend que ça hurle
Ça hurle, les jeunes ils se hurlent dessus. Donc lui, il voit ça, il dit au Rav, au Chafetz Chaim, il dit mais moi je donne pas d'argent pour des gens qui ont même pas le moindre respect les uns pour les autres. C'est quoi ces histoires? Depuis quand on hurle dessus et avec des, je vais pas dire des noms d'oiseaux, mais voilà, c'était brutal, d'accord? Alors le Chafetz Chaim lui a répondu comme ça, il lui a dit toi tu as des bureaux, tu es quelqu'un qui a une certaine situation. Imagine-toi que tu as quelqu'un qui débarque dans ton bureau et il y avait des liasses de billets, il y avait des choses de valeur sur la table et il vient, il se sert et il se barre. Tu fais quoi? Je lui hurle dessus et j'ameute tous les bureaux pour qu'on le rattrape et qu'on me le chope. Il m'a tapé de 100 000 euros en billets, je le rattrape, je lui hurle dessus. C'est pareil. C'est pareil. Quand tu es en train d'étudier une Gemara, tu es en train d'étudier une halakha et que toi, tu as compris quelque chose. Donc pour toi, il y a écrit quelque chose de précis et c'est quelque chose qui pour toi est impactant dans ta vie. Parce qu'on est en train ici de parler de la parole d'Hachem. Hachem, il a dit quoi? Okay, les sages qui parlent en tant que porte-parole d'Hachem, ils ont dit quoi? Ils sont en train de te ramener ce qu'Hachem, la pensée d'Hachem, la vision d'Hachem. Okay, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce qu'on attend de l'homme? Toi, tu vois quelque chose, tu as compris quelque chose. L'autre, il vient, il te dit le contraire, différemment. Il est en train, pour n'importe quel étudiant en Torah, il est en train de venir te voler ce qui est le plus précieux pour toi. Au même titre que ces gens-là, que ce voleur-là qui te vole des liasses de billets. Eh bien, ils ne sont pas capables. Mais attention, ça c'est la première étape. Ensuite, ils vont sortir avec un sentiment d'amour profond l'un pour l'autre. Au délire. C'est pas tant les élèves de Rabbi Akiva, être en élève, ils sont décédés parce qu'ils n'ont pas d'amour et de respect. Ouais. Et qu'en fait, le problème, c'est justement, ils s'aimaient beaucoup et tellement qu'ils s'aimaient, ils prenaient leur version à eux de la Torah et ils n'écoutaient pas assez l'autre. Pas assez de respect par rapport à eux. Alors. Alors, tu as raison, mais là, il y a un problème de manque de respect. Ce dont on parlait maintenant, quand on dit que les gens, ils sont comme des ennemis, c'est en regardant le respect. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai dit limite des noms d'oiseaux, j'ai dit limite parce que c'est pas des noms d'oiseaux. D'accord? C'est-à-dire qu'ils se parlent, mais ils sont véhéments. Ok? Moi, j'ai par exemple dans mon kollel, c'est magnifique à voir, vraiment, c'est incroyable. On a une chavruta, donc un binôme, qui est composé d'un ami à moi et son beau-père. Okay, donc le beau-père et le gendre. Ils étudient ensemble depuis plusieurs années. Les comptes de beau-père. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que tu le vois, moi, donc le gendre dit mais vous avez rien compris. Mais vous dites des bêtises. Mais c'est n'importe quoi. Mais vous savez pas lire. D'accord? Alors tu pourrais me dire c'est un manque de respect. Alors je suis d'accord avec toi que ça va dépendre, on va dire peut-être de la sensibilité de chacun. Entre eux, ça marche comme ça, parce qu'ils sont bruts de décoffrage. Ils parlent comme ça, ils se comprennent comme ça. Okay, c'est sûrement venu progressivement, pas du premier jour. Il étudie des bêtises, il est fou celui-là. En plus, ils ont commencé à étudier ensemble vraiment très tôt après le mariage. Donc vraiment juste au début, vraiment peut-être quelques semaines après, ils ont commencé à étudier ensemble. En plus, les lois de Nida. Donc en plus, c'est sensible quand même. D'accord, c'est assez particulier. Mais vous les verriez aujourd'hui. Ça fait maintenant peut-être, 6-7 ans qu'ils étudient ensemble. C'est magnifique. Et c'est un gendre et un beau-père. Et ils se parlent vraiment de façon très très directe, avec le respect quand même. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, pendant l'étude. À côté de ça, quand il est chez ses beaux-parents, il n'y a pas mais vous dites des bêtises, ça n'existe pas. On est pendant l'étude, n'importe quoi. Encore, il parle avec respect, avec déférence, et il respecte, il n'y a pas à contredire. Quand on est dans l'étude, on est dans l'étude. On se tape. On se tape, pas dans le sens négatif, mais on se tape dans le sens où, non, moi je pense quelque chose, je défends ce que je pense. Ça ne veut pas dire, quand je défends ce que je pense, que je me ferme à entendre autre chose. C'est-à-dire que maintenant, moi, si j'ai compris quelque chose, d'abord, je l'exprime clairement. D'ailleurs, c'est intéressant. On m'a ramené, j'ai étudié une fois dans un siour, au nom de je sais plus qui. Je l'ai redemandé en plus récemment au Rav en question, qui l'avait dit. Il m'a ramené la source, mais je l'ai oublié. Un grand décisionnaire qui dit que personne ne peut se permettre de trancher une situation halachique dans un certain sens, tant que dans sa réflexion, dans son cheminement, il n'a pas réussi à un moment donné à pencher de façon complète, intégrale, comme l'autre côté. Ça veut dire, on pose une question, je vais analyser un point, d'accord? Un point halachique ou un point de réflexion, de pensée, etc. Je vais analyser. Au début, quand je vais étudier une Gemara, d'accord, par exemple, je vais prendre un texte et de mon premier jet, je vais comprendre d'une certaine façon. Je vais relire une fois, deux fois, trois fois, je dis ouais, c'est bon, j'ai bien compris. Ok? Maintenant, on va pencher du côté halachique. On va me poser une question halachique. Je vais ouvrir les textes. J'ouvre, je regarde, je cherche, je fouille pour essayer de voir quelle est la réponse halachique à tel problème. Alors, je vais ouvrir et finalement, au départ,
j'ai l'impression que la solution c'est A. Ok? Mais il y a une option pour le B. Mais moi, pour l'instant, je suis A. Je ne peux pas me permettre de venir trancher si à un moment donné dans ma réflexion, j'ai pas accepté qu'en réalité, la vérité, c'est le B. Parce que si je n'y suis pas parvenu, c'est qu'en fait, dès le départ, j'étais enfermé dans une direction et j'avais en fait perdu mon objectivité. Et donc, c'est pas légitime. Venir maintenant trancher, c'est pas légitime. Parce que j'avais un parti pris. Un parti pris de quoi? Ben, du fait que, comme on l'a dit, chaque personne débarque avec un certain package de ce qui fait son identité intellectuelle. Donc maintenant, quand tu abordes un certain sujet, naturellement, tu vas pencher dans une certaine direction. Mais ça, c'est pas la vérité, ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton vécu qui parle. C'est pas la vérité de la Torah. On ne te demande pas de ramener tes sentiments. C'est pas ton ventre qui doit parler. C'est la Torah qui doit parler. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que tu arrives à un moment donné à voir les choses de l'autre côté. Et là, si tu veux revenir à ton point de départ, avec plaisir. Mais il faut qu'à un moment donné, tu étais persuadé que la vérité, elle est de l'autre côté. Ouais. Ah oui, excuse-moi. Ouais, bon, t'as encore le temps quand même. Mais je sais pas. Mais sûrement en bas. Sûrement en bas. Raphaël m'a dit qu'il y en avait. Ouais, sûrement. Ouais. D'accord. Alors, très intéressant. Venez, on avance. Alors, je ne sais pas combien de temps on va tenir encore. On attend que Yoni finisse. On a dit qu'on allait se synchroniser sur lui. Venez, on avance. Alors, finalement, on a dit que dans la maison d'études, on s'arrache la tête. Pour la bonne cause, on s'arrache la tête. Concrètement, donc ça, c'est la première partie, on l'a respecté. On a dit, on est oivim zelazé. On est des ennemis pour la bonne cause. Maintenant, finalement, comment ça se fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un switch qui va nous transformer en des amoureux, en tout cas des gens qui s'apprécient énormément quand on va sortir? Qu'est-ce qui va permettre justement de développer, de faire qu'on va faire ce switch entre un état d'esprit et l'autre? Alors, on a le Rav Dessler dans le Mirtav Melio qui nous dit quelque chose de magnifique. Alors, on y va. Il ramène une Gemara ultra connue pour beaucoup, peut-être moins pour d'autres, qu'on va prendre le temps de développer. On a la Gemara qui parle de ce qu'on appelle Tanuro shel Achnai, le four de Achnai. C'est une histoire très connue, je pense que pour certains, vous l'avez déjà entendu, peut-être plus d'une fois. La Gemara dit comme ça, Tana. Beoto ayom et Shivra Belezer kol shot shibalam. Donc il y avait une discussion sur un certain four. Est-ce que ce four-là, il est tamé, d'accord, il est impur ou il ne l'est pas? Discussion entre les sages. Et Rabbi Eliezer, il est venu, il leur a ramené plein d'arguments aux autres sages en leur disant, voilà, ce four-là, il était quoi pour lui, pour Rabbi Eliezer? Il n'était pas cachère. Il était cachère. Il était cachère? Ouais. J'ai un plus, c'était la position. Position de qui disait quoi? Non, il était cachère parce qu'après, Pour lui, il était cachère. Enfin, ils ont dit Hachem il a mis la Torah ici, mais c'est pas lui. Oui, mais qui a dit quoi? Ça m'aide pas à savoir qui a dit quoi. Non, mais ça me dérange pas, mais qui a dit quoi? J'ai oublié qui a dit quoi? Je crois que pour lui, Eliezer, il c'était dit que c'est cachère. C'est cachère? D'accord. Donc on va dire comme ça. Rabbi Eliezer dit qu'il était cachère, ce four, il était tahor, il était pur, il n'était pas impur. Et Rachamim dit qu'il était impur. Ok? Imaginons. Peut-être que ça, je ne me rappelle plus clairement. En tout cas, donc Rabbi Eliezer donnait plein d'arguments et ils n'ont pas accepté ces arguments. Ils reposaient ces arguments. Alors, ils étaient combien en face? plus. Lui, il Plus. était tout seul. Ouais, lui était seul. En face, c'était plus. Je crois qu'ils étaient 10. Je sais pas, plus. En tout cas, c'était un pluriel. D'accord? Plus qu'un. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Rabbi Eliezer ici, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire comme ça. Amarleim, imalacha kemoti, si la halacha elle est comme moi, eh ben, que ce charoub là, ce caroubier, il y avait un arbre qui était à côté là-bas de la maison d'études, que ce caroubier le prouve. Comment? Eh ben, il a dit, qu'est-ce qui est passé dans la Gemara, elle nous raconte que le caroubier, il s'est déraciné. Un caroubier, il s'est déraciné, il a commencé à courir, le caroubier, sympathique, hein, et il est parti, et il a couru sur 100 amot, donc 50 mètres. Il est parti se déplacer 50 mètres plus long, un caroubier. Donc Rabbi Eliezer, il vient, il dit voilà, si j'ai raison, que ce caroubier se déplace. Le caroubier, il s'est levé, il est couru, il s'est barré. Premier avis de la Gemara, qu'il est parti de 100 amot. Deuxième avis, il est parti de 400 amot, donc 200 mètres. Ok? Très bien. Ensuite, ils ont répondu, Amroulo, en mevin reem ne haroub. On ne peut pas amener des preuves de caroubier. Caroubier, on n'amène pas de preuves de caroubier pour trancher une halakha. Ça ne marche pas. Il leur a dit, ok, autre chose. Chazar va marlem. Imalacha kemoti, c'est la halakha, elle est comme moi. Alors que Amatamaim yochichu, que il y avait un fleuve qui passait à côté, que ce fleuve-là, il prouve que la halakha, elle est comme moi. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle nous raconte que Chazra Amatamaim lachoriem. Le cours d'eau, normalement, un cours d'eau, ça part dans un sens, d'accord? D'aval en amont. Non, d'amont en aval. Ok? Ouais, d'amont en aval. Et bien, il est parti à l'envers.
le fleuve, il a commencé à aller dans l'autre sens. Sympathique aussi, comme histoire. Ok? Et ben ils lui ont dit, non, on s'en fiche. Amroulo, on n'amène pas de preuve d'un cours d'eau. Rien à faire. On avance. Il leur a dit, c'est la halakha, elle est comme moi, que les murs du Beth Midrash tombent, que les murs de la maison d'études prouvent. Comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs ont commencé à pencher. D'accord? Les murs ont commencé à pencher. Et Rabbi Yoshua, qui était présent, qui lui faisait partie des sages adverses, il a pris la parole, il a dit non. Il a dit au mur, il a parlé au mur. Il y en a qui parlent au mur. Il leur a dit im talmidei chachamim menatzrim zedze balacha. Si des sages sont en train de se disputer ici dans la lacha, atem matifrem, vous de quoi vous vous mêlez? Vous les murs, de quoi vous vous mêlez? Ça ne vous regarde pas. D'accord? Alors, l'onaflou mipenik vodo cher Rabbi Yoshua. Alors, les murs ne sont pas tombés, tels que Rabbi Eliezer voulait prouver. Ils ne sont pas tombés par respect pour Rabbi Yoshua, mais ils ne sont pas remontés par respect pour Rabbi Eliezer. Ils sont restés comme ça. Et la Gemara, elle nous dit, c'est hyper intéressant, la Gemara dit Va'adain matin vomdin. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore comme ça. Alors, aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui de nous, mais en tout cas, de l'époque de la Gemara, qui était quelques bonnes dizaines d'années, voire peut-être quelques siècles, après cette histoire-là. Si c'est des Tanaïm, après c'est la Gemara, il y a au moins 200-300 ans. Et ben, en tout cas, à l'époque déjà d'Amoraïm, donc étaient plusieurs. C'était il y a 2000 ans. Oui, non, mais entre les deux là. Entre les deux. Et donc, la Gemara nous raconte donc, à l'époque d'Amoraïm que les murs étaient encore comme ça. Donc, ils témoignaient, ils ont vu les murs comme ça. Ok? Par respect. En tout cas, Chazar, donc du coup, ils n'ont pas pris de preuve des murs. D'accord? Les murs se sont interrompus, etc. Bonsoir. Chazar va à Marlem, il leur a dit, Rabbi Eliezer, il joue sa dernière cartouche. D'accord? Il dit, Imalacha Kemoti, c'est la lacha, elle est comme moi. Eh bien, c'est du ciel qu'on va prouver. Mina Shamaim Yochichu. Comment? Yatzta Batkol. Il y a une voix céleste qui est sortie. Qui a dit, Malachem et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que vous voulez, vous les sages qui êtes contre Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que vous lui voulez à Rabbi Eliezer? Chez Alacha Kemoto Bechol Makom. Comme qui la halacha est tout le temps. Qu'est-ce que vous lui cherchez des problèmes? Qu'est-ce que vous lui voulez? En gros, on a une batkol, donc une voix céleste, une voix divine, qui est en train de nous dire clairement, la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, cassez pas les pieds. D'accord? Voilà ce que la voix nous dit. Eh bien, Ahmad Rabbi Yoshua al-Raglav, le fameux Rabbi Yoshua qui vient d'arrêter les murs, d'accord, dans leur chute, il s'est levé et il a dit la chose suivante, une phrase mémorable. Il a dit, Lo bashamaim i. La Torah n'est pas dans les cieux. Ça veut dire quoi? La Gemara demande, Maïlo bashamaim i, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les cieux. La Gemara de répondre, Amar Rabbi Yirmiya, Shegvar nitena Torah be'ar Sinai. La Torah nous a été transmise au Har Sinai. En anu mashgichin bebatkol. On ne tient plus compte d'une voix céleste. Shegvar katavta be'ar Sinai batorah, car dans la Torah tu as déjà écrit Achare rabim leatot, que tu devras suivre la majorité. Dans ta Torah Hachem, tu as dit qu'on doit suivre la majorité. Et cette Torah, tu nous l'as donnée. Maintenant, on a une disputation entre les sages. On en a un certain nombre qui a une position. On a un sage unique qui est en face. Dans ta Torah, toi-même, tu as écrit qu'on doit faire comme la majorité. Donc, on fait comme ça. Et la Torah, elle n'est plus chez toi. La Torah, elle est chez nous. Maintenant, c'est nous qui gérons. Tu nous as mis ça dans la Torah et on fait comme ça. Et la Gemara, elle finit sur quelque chose d'incroyable, que Ashkeri Rabbi Nathan le Eliyahu, Rabbi Nathan, un peu plus tard, il va croiser Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Il va lui demander à Marley, Mayavid Kutsha Berichu Baishata. Il faisait quoi Hachem dans cette histoire-là? À ce moment-là, Hachem, c'est quoi sa réaction? C'était quoi? Il pensait quoi? Il disait quoi? Il faisait quoi? Il lui a répondu, Marley lui a répondu, Kahayir Ve'amar Hachem, il rigolait et il disait, Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Voilà comment la Gemara, elle finit cette histoire-là qui est incroyable, qui est extrêmement lourde d'enseignement. Et ce que nous, on va sortir ici, c'est la question suivante qui est quand même, je pense, qui nous étonne tous. C'est concrètement, j'ai une voix céleste qui sort et qui me dit, t'as fini? Alors on va essayer de finir rapidement. Ok? On a une voix céleste qui valide la vie de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hachem, il vient et te dit, c'est comme lui. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la réalité, le émettre que Dieu. Okay? Le Rav Dessler ici, il donne une explication totalement différente de cette Gemara-là et de cette idée-là de ce qu'on appelle la Batkol. Il dit en fait la Batkol, c'est pas une voix céleste. C'est pas ça du tout. C'est quoi la Batkol? La Batkol, c'est qu'en fait, ces sages-là, ils avaient un respect, une révérence pour Rabbi Eliezer qui était tel qu'il ne pouvait pas accepter que la halakha ne soit pas comme lui, qu'il ait tort. C'était pas possible. À tel point qu'on raconte que la Gemara raconte que Rabbi Eliezer, il s'asseyait sur une pierre dans la maison d'études. Et bien, cette pierre-là, quand il se levait,
les sages allaient, ils embrassaient la pierre. Parce que pour eux, cette pierre-là, elle avait la même sainteté que le Beth Amikdash. Rabbi Eliezer, il était révéré, d'accord, par, on dit révéré, hein? Non, vénéré, pardon. Vénéré, d'accord. Il était vénéré par les sages à un point vraiment extrême. Et donc, les sages ici, ils ont entendu une bat-kol qui n'était pas une voix céleste, qui était une voix à l'intérieur d'eux-mêmes, qui leur disait, mais qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre à la tête de Rabbi Eliezer? C'est sûr que c'est comme lui, tellement il est plus fort, tellement il est puissant. Cette bat-kol, c'était une voix intérieure à eux-mêmes. Mais finalement, ils se sont dit à eux-mêmes, ils ont rejeté cette bat-kol en se disant, mais on ne peut pas se laisser absorber et influencer par notre subjectivité qui nous pousse à embrasser justement les paroles de Rabbi Eliezer parce que justement on le respecte trop. On ne peut pas se permettre. Parce que la Torah, elle nous dit de faire selon le rabbin. Donc on doit aller à l'encontre de ce que l'on croit et faire comme Rabbi Eliezer. Et faire, pas comme Rabbi Eliezer, mais faire comme nous qui sommes le rabbin. Voilà ce que le Rabbi Eliezer nous développe comme étant la bat-kol ici et non pas une voix divine. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ouais. On voit ici en fait ce qu'on vient de dire juste avant, c'est qu'une personne, elle a naturellement une tendance spontanée à aller vers sa subjectivité. Et cette subjectivité, il faut la casser pour atteindre le Hémet. Voilà pourquoi ici, les sages, on voit ici qu'ils avaient justement cette subjectivité qui faisait que naturellement ils penchaient vers Rabbi Eliezer, mais il fallait casser cela et donc ils ont réussi à dépasser cela pour trancher comme eux-mêmes, parce que c'est les lois de la Torah qui disaient ça. Bon, on avait encore plein de choses à dire et malheureusement on n'a pas du tout fini, mais par contre on pourrait conclure. Donc tu veux finir après comme Non, parce que là on va faire autre chose. Alors, il y avait encore une autre idée qui était incroyable. Peut-être je vous la donne rapidement, mais on n'a pas le temps de la développer longtemps, parce que je ne vais pas traîner. Combien le Hémet, on a dit que pourquoi est-ce qu'on s'arrache la tête au Beth Midrash? Parce que ce qui compte pour nous, c'est le Hémet. Alors, il y a un Midrash aussi qui nous fait prendre conscience de combien le Hémet, il est puissant et il vaut tout l'or du monde. Je vous le fais court, c'est dans la paracha de la semaine dernière encore une fois. On a le moment où il va y avoir une épidémie dans le camp, et ce qui va se passer, c'est que Moshe va dire à Aaron, prends la kétoret, les encens, et balade-toi dans le camp. Avec ça, tu vas permettre d'éradiquer l'épidémie. D'où est-ce que Moshe il sait ça? Tout Moshe il connaît, il sait que les encens ont ce pouvoir-là de stopper une épidémie. D'où il sait ça? Il y a des pièces dans l'histoire avant? Non. Rashi nous dit. Rashi répond, et en fait c'est une Gemara. Rashi nous dit que c'est le Satan qui le lui a dévoilé. Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Gemara nous raconte une histoire où Moshe est monté dans les cieux pour recevoir la Torah et les anges vont dire mais non, ils vont dire Hachem, mais d'où tu donnes la Torah aux humains? Ils vont en faire n'importe quoi. Ils ont des pulsions humaines, c'est pas adapté, la Torah c'est beaucoup plus haut que eux. Et Moshe va leur répondre, alors je ne fais pas toute la Gemara dans les détail, même si elle est magnifique. Moshe va leur répondre, mais une seconde, il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit tu garderas le Shabbat, tu te reposeras Shabbat, mais vous les malachim, les anges, vous n'êtes pas fatigués. Vous êtes reposés de quoi? Il y a écrit tu respecteras ton père et ta mère, vous n'avez pas de parents, donc ça c'est pas pour vous. Il y a écrit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, mais vous ça n'existe pas ça chez vous, donc c'est pas pour vous la Torah. Les anges, ils vont entendre ça et vont dire ah ouais il a raison. Donc Moshe va prendre la Torah. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ils vont entendre ça? Tous les anges vont faire un cadeau à Moshe. Et le Satan compris. Quel est le cadeau que le Satan va faire à Moïse? De lui dévoiler comme quoi la kétoret, ces encens-là ont le pouvoir d'éradiquer une épidémie. Pourquoi ils font des cadeaux? Pourquoi ils font des cadeaux? Qu'est-ce qu'ils leur font des cadeaux à Moïse? Pourquoi? C'est un cadeau de départ? On va avoir une part dans l'étude? Non. La Gemara nous dit pourquoi ils font des cadeaux? Parce que quand les malachim, les anges, voulaient garder la Torah pour eux, c'est pas juste une forme d'égoïsme, ils veulent garder pour eux, on est les meilleurs, on garde tout. Non, eux ils croyaient honnêtement, sincèrement, que les éléments les plus à même, les plus concernés par la Torah, ce sont les anges. Quand Moshe a réussi à leur rétorquer avec un argumentaire précis, rigoureux, logique, comme quoi la Torah elle est plus adaptée aux hommes, il leur a appris le Hémet, il leur a dévoilé une vérité. Quand on apprend une vérité à quelqu'un, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse lui faire. Et donc, tous les anges sont venus faire un cadeau à Moshe. À tel point que le Satan,
il va lui faire un cadeau qui le met au chômage. Le Satan, c'est l'ange de la mort. Lui, il a pour mission de tuer. Il vient, il te dit, c'est quoi, je vais te donner l'antidote contre la mort. Donc, il lui donne quelque chose qui le met au chômage. C'est pas grave. Parce qu'il est tellement redevable à Moshe de lui avoir appris quelque chose de vrai, qu'il lui fait le plus beau des cadeaux. Il lui donne, il lui offre. On va finir là-dessus, sur l'idée de, justement, de la prise de conscience de combien la vérité, elle vaut, combien elle est importante et combien, du coup, il faut chercher à la creuser, à la développer, à la dévoiler, à l'approfondir. C'est ça. Notre vérité, évidemment, elle se trouve dans les mots de notre Torah. Et voilà combien c'est ça qui est la plus belle des choses. Évidemment, on a encore plein de choses à développer là-dessus. Mais je nous invite à continuer à se renforcer dans ce cours-là et dans tous les autres autour de nous pour justement essayer de puiser le maximum de émet qui se trouve dans la Torah, qui est la plus belle chose que l'on puisse obtenir. Merci à vous pour votre présence. On fait notre petit tour. Et je ne vous dis pas qu'il y aura un troisième épisode de ce cours-là parce que ça risque de faire un peu trop. Mais